dimanche 27 avril 2025. À la une de cette édition, l'Égypte, sous la pression des États-Unis. Donald Trump a demandé à ce que le passage des navires américains sur le canal de Suez soit rendu gratuit. Une déclaration qui a provoqué l'indignation de nombreux Égyptiens dans un contexte de crise économique dans le pays. Également à la une de votre journal Afrique, le Burundi, où une salutation traditionnelle, la Kazé, est menacée de disparition à cause notamment du désintérêt des jeunes générations. Vous le verrez. Et enfin, on parlera de mode avec une jeune créatrice franco-capverdienne. Elle a fait du jean son terrain d'expression. Elle recycle, réinvente, découpe et donne une nouvelle vie à ce tissu. Ses créations ont séduit des stars internationales. Naya Rose est notre invitée ce soir. Merci. L'Égypte, sous pression américaine, ce samedi, Donald Trump a exigé la gratuité pour les navires américains sur le canal de Suez. Cette voie assurait récemment près de 12% du trafic maritime international. Et cette demande du président américain intervient en pleine crise économique pour l'Égypte. Philippine de Clermont-Tonnerre. C'est par cette bande, large d'à peine 300 mètres, que transite en temps normal pas moins de 12% du commerce mondial. Le canal de Suez, une artère hautement stratégique reliant l'Europe à l'Asie et une source de revenus vitale pour l'Égypte. À chaque passage, les navires commerciaux versent une taxe aux autorités égyptiennes. Mais pour le président des États-Unis, les bateaux américains ne devraient plus payer. Les navires américains, tant militaires que commerciaux, devraient être autorisés à emprunter les canaux de Panama et de Suez. Ces canaux n'existeraient pas sans les États-Unis d'Amérique. La déclaration inquiète l'Égypte. Avec la Chine, les États-Unis sont les principaux utilisateurs du canal. Or, ces 2 dernières années, le transit sur cet axe a été divisé par 2. En cause, les attaques menées depuis novembre 2023 par les Houthis du Yémen. En représailles à la guerre à Gaza, les rebelles alliés de l'Iran s'en prennent aux navires qu'ils estiment liés à Israël. Résultat, beaucoup de grandes compagnies maritimes ont préféré contourner le canal de Suez en empruntant le cap de Bonne-Espérance, plus au sud. La plus grande crise à laquelle est confronté le canal de Suez est la crise en mer Rouge et dans le détroit de Bab el-Mandeb. Les recettes en dollars ont chuté de 61%. En 2023, le bénéfice était de 10,2 milliards de dollars, tandis qu'en 2024, il était de 3,9 milliards de dollars. Ces recettes constituent une source de devises étrangères essentielle pour le pays, confronté à la pire crise économique de son histoire. Au Rwanda, 3 hauts responsables de l'Office des mines, du pétrole et du gaz du pays ont été arrêtés et également 4 hommes d'affaires pour notamment des allégations de corruption et d'abus de pouvoir. L'annonce a été faite par le bureau d'enquête rwandais ce dimanche. Parmi les personnes arrêtées, Francis Kamandi, qui avait été sanctionné en mars par l'Union européenne en raison du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, la guerre au Soudan qui se poursuit entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Dans ce conflit, les femmes et les enfants ne sont pas épargnés. Dernier exemple en date avec un camp de déplacés dans l'état du Nil, visé par un drone qui a fait plusieurs victimes ce vendredi. Luc Hortel et Véronique Pérez. Les victimes sont nombreuses à être prises en charge dans cet hôpital de l'état du Nil. Des réfugiés soudanais rattrapés par la guerre après une série de frappes de drones vendredi dans leur camp de déplacés. Parmi les morts et les blessés graves, des enfants et des femmes. Certaines sont criblées de fragments et polytraumatisées. Alema, elle, a tout perdu. Son fils, son cousin, le mari de sa fille et 2 enfants de sa famille. Le garçon avait 10 ans et la fille environ 2 ans. Je l'ai prise et placée à côté du garçon. Tous les 4 sont morts. L'attaque a fait au moins 11 morts. Sur place, les dégâts sont considérables. Des tentes calcinées, des affaires éparpillées et des familles qui fuient, tentant d'embarquer ce qui leur reste dans des bus de fortune. Le premier a frappé juste derrière nous. Un quart d'heure plus tard, un autre est venu. Il y a eu environ 4 frappes de drone. Nous avons décidé de partir parce que la scène était très difficile. Selon les autorités locales, ce raid serait l'œuvre des forces de soutien rapide, bien que le groupe nie toute implication. Resté dans le camp après l'attaque, cette déplacée est sous le choc. Quand les étincelles ont volé et que le sol a pris feu, nous avons fui avec notre famille. En courant, nous sommes tombés sur cette tente, la tente de Zohor. Que Dieu ait pitié d'elle. Elle était arrivée il y a 1 mois avec ses 4 filles.
2 ans après le début du conflit, le Soudan s'enfonce un peu plus dans ce qui est décrit par les Nations Unies comme la pire crise humanitaire dans le monde. Les combats se concentrent désormais dans la région du Darfour, où les forces de soutien rapide tentent de s'emparer des dernières positions de l'armée. Selon l'ONU, plus de 480 civils ont été tués dans le Darfour du Nord depuis le 10 avril, un chiffre probablement sous-estimé. Il y a un an, au Sénégal, le nouveau gouvernement, à peine installé, suspendait les travaux de construction dans une dizaine de zones du pays, dont le littoral de Dakar. Le but, auditer un secteur miné par l'opacité et les conflits fonciers. Mais cette suspension, qui devait durer quelques mois, est toujours en place. Un coup dur pour le secteur qui représente 4% du PIB et emploie directement plus de 200 000 personnes. Reportage de notre correspondant, Clément Bonnereau. Au rond-point de Keur Massar, en banlieue de Dakar, ils se retrouvent chaque matin dès l'aube. Une centaine d'ouvriers du bâtiment, leurs outils à la main, dans l'espoir d'être recrutés pour une journée de travail. Mais depuis la suspension il y a un an de nombreux chantiers à travers le pays, la plupart passent la journée à attendre, en vain. Voici les outils avec lesquels on travaille. C'est très difficile en ce moment. Parfois, je peux rester ici 15 jours, un mois sans travailler. Chaque jour, je viens à 6 heures. Je reste jusqu'à midi ou 13 heures. Si je ne trouve rien, je rentre. C'est une perte de temps. Sur le trottoir d'en face, ce groupe de maçons semble tout aussi désabusé. Ils racontent avoir voté pour le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, porté par la promesse de changement. Mais un an après, ils n'arrivent même plus à vivre de leur travail. Les nouvelles autorités, ils ne peuvent pas régler les problèmes du jour au lendemain, mais il faut qu'ils pensent à la jeunesse. Il faut qu'ils viennent ici pour voir comment vit la jeunesse. Si tu vois, tu trouves 300 000 francs aujourd'hui. Je prends la pirogue pour rentrer en Espagne. Tu fais l'Espagne 3 mois, tu achètes un terrain ici à Dakar. Mais si tu travailles ici pendant 20 ans, tu ne peux même pas acheter un terrain. Nos États doivent penser à cette jeunesse-là. Sinon, nous tous, on va mourir dans la mer. Selon les syndicats, la suspension des chantiers a mis plus de 15 000 emplois en péril dans le secteur formel et des dizaines de milliers d'autres dans l'informel. Seule une partie des ouvriers, ceux qui avaient des contrats, bénéficient d'un maintien partiel de salaire. Pour ce syndicaliste, le gouvernement doit revoir sa méthode. Nous voulons que ce pays marche. Mais quand même, pour moi, l'idéal serait au moins qu'on puisse nous appeler autour d'une table, qu'on puisse négocier, prendre les devants pour que cette situation-là ne puisse pas nous attaquer, nous impacter à tel point qu'on ne parvient plus à payer les salaires, qu'on ne parvient plus à travailler. L'arrêt des chantiers s'ajoute à une situation financière critique pour les entreprises du BTP qui dénoncent plus de 300 milliards de francs CFA d'impayés de l'État. Résultat, un recul de 10% de leur chiffre d'affaires au dernier trimestre 2024. Contacté, le syndicat des entreprises du BTP n'a pas souhaité s'exprimer. Annoncé comme temporaire il y a un an pour auditer un secteur jugé opaque, la suspension des chantiers n'a pas encore été levée, même si certaines constructions ont depuis repris. Aucune information n'a été donnée sur l'avancée des audits ni sur un éventuel calendrier de reprise. Le porte-parole du gouvernement et le ministère de l'Urbanisme n'ont pas répondu à notre demande d'interview. Je vous le disais en titre, on s'intéresse au Burundi où l'akazé, une salutation traditionnelle réservée aux femmes, est menacée de disparition. Pourquoi? Comment? Élément de réponse avec Golnouch Barzegar et Lionel Bellon. En plein centre du Burundi, dans les collines de Bugendana, il y a des traditions ancestrales qui ne meurent pas. Du moins pas encore. Comme celle de l'akazé, une salutation exclusivement pratiquée par les femmes. Après une longue période sans voir sa fille, Sylvie Mbonimpa, 77 ans, lui rend visite. Ses mots doux et ses souhaits, pleins d'amour, c'est l'akazé, pratiqué ici pour les retrouvailles. C'est une salutation culturelle. On a grandi avec elle. C'est touchant et c'est réciproque. C'est rempli d'affection et une preuve d'unité. Je me sens très contente et c'est le même sentiment chez celle que je salue. Je lui chante des mots de salutation, d'amour maternel. Quand elle me salue de cette façon, je me sens bien. Je vois que ma mère avait de la nostalgie de me voir. Ça me touche profondément. Je me sens bien dans mon cœur parce que cette salutation est pleine d'affection. Seulement, malgré sa beauté et sa richesse culturelle, l'akazé disparaît peu à peu. Pour les anciens, il faut absolument faire perdurer cette tradition. Que ça soit les adultes ou les jeunes, ils devraient valoriser cette salutation. Là où je vis, j'essaie de l'apprendre aux jeunes et ils l'apprécient beaucoup. Je leur ai dit que même après ma mort, il faut garder cette culture.
Apanage des femmes, autrefois très en vogue, la casée a commencé à décliner durant la colonisation belge. Elle a même été interdite un temps pour des raisons politiques. En fait, on a dit, quand deux femmes se croisent, et en fait, comme on n'entend pas les mots qui sortent, alors on va penser qu'ils sont en train de s'échanger des messages politiques. Donc, comme par exemple le fait de dire votez pour tel parti, tel est un ennemi, ainsi de suite. Donc, en fait, des messages de propagande. Alors, ça a été interdit et ça a été le début de la disparition. Après l'indépendance, les dirigeants n'ont pas donné l'importance à la culture. Donc, en fait, l'entreprise de résurrection de la culture n'a pas fonctionné comme il se devait. Le malheur de l'Afrique est là. La colonisation, la modernité, les guerres et les pandémies ont participé au déclin de cette tradition, pourtant reconnue comme porteuse de joie, de lien social et de paix au Burundi. Du sport, à présent, avec un mot du marathon de Londres. Il a été remporté par le Kenyan Sebastian Sao, qui s'est imposé en 2 heures, 2 minutes et 20 secondes, avec plus d'1 minute d'avance sur son premier poursuivant. Chez les femmes, c'est un record du monde qui vient d'être établi par l'Éthiopienne Tigst Assefa en 2 heures, 15 minutes et 50 secondes. Très belle performance pour la coureuse de 28 ans. Du basket avec la saison 5 de la Basketball Africa League et la conférence Sahara qui se dispute au Sénégal. Après avoir battu l'équipe tunisienne de Monastir hier, l'ASC Ville de Dakar à domicile affrontait l'équipe capverdienne de Creole Star. Eh bien, les locaux se sont inclinés 66-63 dans ce match de la 2e journée de la compétition. Compétition que vous pouvez suivre sur les antennes de TV5 Monde Afrique. Du football et l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Égypte. Compétition qui devait initialement se dérouler en Côte d'Ivoire. 2 matchs au programme ce dimanche. Zambie, Sierra Leone, score nul et vierge 0-0. Et Égypte, Afrique du Sud, victoire des jeunes pharaons 1-0 pour leur entrée dans la compétition. Au Ghana, le tournoi du championnat d'Afrique de football scolaire des moins de 15 ans s'est clôturé hier soir à Accra. Chez les garçons, la Tanzanie, adversaire du Sénégal, conserve son titre 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Et au tir au but, les Lions de la Teranga s'inclinent face aux Taifa Stars. Score final 3-2. Chez les filles, les Blacks Damsel du Ghana, devant leur public, s'imposent 2-0 contre l'Ouganda et remportent leur premier titre continental. Je vous propose d'écouter la réaction de Patrice Motsepe, le président de la CAF, au micro de Liseleur Etia. Je suis extrêmement fier du travail accompli par le président de la Fédération du Ghana. Son équipe a remporté la compétition féminine et je suis également très fier du travail du président de la Fédération tanzanienne. Il a marqué l'histoire en remportant pour la 2e fois cette compétition continentale scolaire. Les vainqueurs reçoivent $300,000 américains. Cet argent est destiné à la construction d'infrastructures sportives dans leurs établissements scolaires, mais également à la création de laboratoires et de bibliothèques. L'argent doit également être utilisé à des fins éducatives, car l'excellence dans le football doit aller de pair avec l'excellence académique. Et vous pourrez trouver en intégralité cette interview du président de la Confédération africaine de football sur les réseaux de TV5 Monde. Fin de la première partie de votre journal Afrique. Place au MAG. Et on va parler de mode avec notre invité, Aya Nakamura, Davido, Achraf Hakimi ou encore Tiakola. Tous ont un point commun, ils portent les tenues de Naya Rose. Le jean, c'est sa signature. Elle leur donne une seconde vie, la jeune créatrice franco-capverdienne qui est avec nous. Bonsoir. Merci de me recevoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le jean, c'est votre signature. Pourquoi le jean? Le jean, c'est ma signature car depuis petite, ma mère portait du jean. Et j'ai décidé d'en faire ma passion, tout simplement. C'est ce qui vous a inspiré, du coup, vous avez vu votre mère en porter, vous vous êtes dit que vous alliez... Alors, ça a commencé comment pour vous? Racontez-nous. Ça a commencé dans votre chambre avec une machine à coudre. Dites-nous tout, racontez-nous. Avec des aiguilles et du fil. Ça a commencé à l'âge de 15 ans. Ma mère, justement, m'a acheté des jeans et je voulais pas les porter comme tout le monde. Et j'ai décidé de couper mes jeans et de les customiser avec du tissu. Et de là, je les portais pour aller à l'école, pour aller faire du shopping, etc. Et un jour, lors d'un voyage aux États-Unis, j'ai porté un de mes jeans et une custom, un haut custom. Et du coup, on m'a remarqué.
On m'a dit que c'était beau et on m'a dit pourquoi je les vendais pas. Et j'ai décidé de vendre mes vêtements. Ça a été le déclic. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de création? Ça se passe comment? C'est une idée, un jean, des tissus? Comment ça se passe finalement? Tout se passe dans ma tête. Alors j'ai plein d'idées qui fusent. Soit je dessine, soit j'écris. Et en fait, j'ai, par exemple, ma veste. Elle est de vous, c'est ça? Exactement. Okay. Ma veste, elle est de moi. J'ai décidé de la mixer avec du jean. Et là, derrière, j'ai une capuche. En fait, tout ce que je trouve, je les mixe et j'en fais des pièces uniques. D'accord. Et je le disais en introduction, Achraf Hakimi, Aya Nakamura, SDM, Davido, Tiakola, Megan Good et j'en passe. Voir toutes ces stars porter vos créations, ça représente quoi pour vous? Franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais pu penser que j'aurais pu habiller ces stars. Et en fait, je pense que je m'en rends pas compte en fait. Pour moi, c'est incroyable, mais j'ai pas fini de créer pour d'autres personnes. Et justement, ça se passe comment? On vous contacte, les stars vous contactent directement. Achraf Hakimi, je crois qu'il vous a envoyé un message. Ouais, il m'a envoyé un message directement. Ouais. Sur Instagram. Les stars me contactent directement sur Instagram. Ouais. Ça vous surprend? Franchement, ouais. Est-ce qu'il y a une star que vous rêvez d'habiller de vos créations? Je rêve d'habiller Teyana Taylor. Teyana Taylor? Ouais. Ok. Je lui ai fait des pièces. D'accord. Elle les a portées. Mais la petite anecdote, c'est que on m'a appelé quand elle les a portées. J'ai pas répondu au téléphone, du coup, j'ai pas vu. Mais je veux lui faire encore des pièces. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Alors, vous prenez une consommation plus réfléchie, une production plus respectueuse. Comment et pourquoi c'est important pour vous? Pour moi, c'est important de tout utiliser. J'ai commencé dans ma chambre et j'utilisais le matériel que j'avais à ma disposition. Et je trouve que pour ma marque, c'est essentiel de tout recycler, de ne rien jeter et d'en faire des pièces uniques, tout simplement. Alors, est-ce que le continent africain et sa diversité culturelle vous influence dans vos créations? Totalement. Faut dire que la plupart de mes clients, c'est des Africains. La culture, même ce qui est les tissus, etc., ça m'inspire et j'en fais de belles pièces, tout simplement. Alors, Naya Rose, vous rêvez de quoi? C'est quoi la suite pour vous? La suite, c'est de faire de grands défilés, d'avoir ma boutique et de créer encore plus pour toute personne. Franchement, pas que des stars, vraiment. Voilà, vos pièces sont aussi destinées au grand public, c'est ça? Personne qui peut se le permettre, qui aime la mode, etc. Ils peuvent se le permettre, ils viennent acheter chez moi, tout simplement. Alors, il y a sans doute des jeunes filles qui nous regardent, qui rêvent d'être dans ce monde très fermé de la mode. Quel message vous avez envie d'adresser à ces jeunes filles sur le continent africain? J'ai envie de leur dire que quand elles ont des idées, de se lancer, d'être disciplinées, même si on leur dit que ça ne va pas marcher, de vraiment rester focus et de le faire. C'est important d'y croire et de travailler. Travailler, c'est la clé. C'est la clé. Du succès, pour y croire. C'est vrai. Merci beaucoup, Naya Rose. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes jeune créatrice franco-capverdienne et on vous souhaite surtout une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir eu. On va parler de musique maintenant dans le mag avec un artiste qui n'est plus à présenter, Kadjim. On va voir un de ses clips, Bafaman, avant de le recevoir sur notre plateau. C'est beau, bien qu'on crée l'ipéo, bien on y a sauvé nous là, on y fin d'elle. Ça casse là, même c'est limite yo, sans monter mon soin. Otik baba, kebe bobe dembo, quand il crée l'ibéke, mboko, moi, pour que le loin. Bien on y a sauvé nous là, on y fin d'elle. Mais ça que waka chemana, tikondrovano, on crée la fama. Vigili mi Violette, un canino fama, un canino fama. Bi wema kambendete, un canino fama, oh ma. Seigneur Kebinyo yekloy, trop de gâchis, sans baigner longtemps, trop de soucis. Pas bien m'entendre mes goûts, faut qu'on se réconcilie. Non de mon cani, mon bien, moi m'attend de dernier, car le dialogue c'est
Bonsoir Kajim, bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes une des figures du reggae en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent africain. Et vous serez sur la scène du New Morning le 3 mai prochain, près de 30 ans de carrière. Ouais. L'énergie, la passion, vous la puisez où encore Kajim? Dans l'actualité, dans le quotidien, parce que le reggae fait la chronique de ce que nous vivons au quotidien. Et le 3 mai prochain, on essaiera de transformer l'enceinte parisienne du New Morning en club de reggae abidjanais. En tout cas, c'est notre ambition et c'est pour ça que nous sommes là. C'est un challenge particulier pour vous de prester à l'extérieur. J'ai vu dans une interview, vous dites c'est un petit peu, vous êtes en mode éléphant quand vous êtes à l'extérieur. Quand je suis hors du pays, je suis en mode éléphant et Paris, c'est particulier parce que je tourne dans presque toute l'Europe, mais je joue très peu à Paris. Et avec les appels des fans, avec les demandes, je me suis dit que ce serait bien qu'on vienne cocher la case du New Morning avant de continuer sur d'autres étapes. Alors, vous le disiez, le reggae est très souvent associé aux luttes sociales. Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours le cas en 2025, que l'essence du reggae est toujours la même? Pour moi, il n'est pas possible de faire du reggae sans prendre position. Et il apparaît même que le reggae est comme un des derniers bastions qui n'est pas encore tombé dans l'escarcelle des oppresseurs. Parce que chez nous, en tout cas, le reggae ivoirien, qui est reconnu dans le monde entier pour sa particularité, est connu pour son ton corrosif, pour sa truculence, pour s'attaquer à un certain nombre de mots. Et puis, il ne faut pas oublier que notre continent est connu pour son grand taux d'analphabétisme et la musique apparaît comme un moyen privilégié pour passer des messages et asseoir la défense de la paix dans les esprits des gens. En tant qu'artiste ivoirien qui fait du reggae, est-ce que vous avez plus de travail en année électorale? Je dirais que les années électorales sont des années trop importantes pour qu'on ne dise rien. Et